Le président Trump prononce un discours époustouflant à la Knesset alors que les 20 derniers otages encore en vie rentrent chez eux après 2 ans de captivité brutale par le Hamas. Il rencontre ensuite des dirigeants musulmans, arabes et européens en Égypte pour sceller son plan de paix au Moyen-Orient. Mais le Hamas a déjà violé la première phase de l'accord. Quelles sont les chances que le plan soit totalement appliqué? Tout cela et plus encore dans Israël sans diplomatie. Shalom et bienvenue dans un nouvel épisode d'Israël sans diplomatie. Je suis Marc Regev et comme d'habitude, je suis ici avec ma co-animatrice Ruti Bloom. Ruti, quelle semaine? Je te rappelle, Ruti, que lors du podcast de la semaine dernière, enregistré peu avant la conclusion de l'accord, tu étais un peu sceptique. J'étais un peu plus optimiste. Au final, j'avais raison d'être optimiste. Tu avais absolument raison. Et c'est intéressant parce que je dois dire, cette semaine, j'ai l'impression qu'une année s'est écoulée depuis notre dernière émission. Car il ne s'agissait pas seulement du président Trump proposant l'accord et du premier ministre Netanyahou l'acceptant. Le Hamas a répondu à un moment donné avec une note qui disait clairement qu'il n'acceptait pas l'accord. Il a fait semblant de l'accepter, mais tout dans sa note disait non, pas oui. Le président Trump a fait quelque chose qui m'a rendue nerveuse, mais cela s'est révélé astucieux. Ce qu'il a dit, c'est qu'il a annoncé un truth social. Le Hamas a accepté l'accord et j'ai pensé, oy vey, le Hamas n'a pas accepté l'accord. Tout dans sa lettre était complètement à l'opposé. Mais parce que Trump a fait ça, ça a un peu mis la pression sur le Hamas et les autres dirigeants pour qu'ils agissent comme si c'était en train de se passer et qu'ils imposent un peu leurs lois. Ensuite, je ne croyais pas que lorsque j'ai dit les 20, la première phase, c'est que les 20 otages vivants, en fait, c'était les 48 otages, doivent être rendus à Israël d'un seul coup en 72 heures. Personne ne croyait que cela allait arriver, mais Dieu merci, les 20 otages vivants ont été rendus en une seule fois. On peut dire en un seul groupe. Et les personnes décédées n'ont été rendues que le lendemain, et nous en parlerons plus tard. Mais ce que je dirais, c'est que c'était une scène incroyable, car l'arrivée du président Trump en Israël a pratiquement coïncidé avec la libération de ses otages. Et nous y reviendrons. Il est venu s'adresser à la Knesset. D'abord, il devait atterrir à l'aéroport Ben Gurion à Tel Aviv, puis rencontrer et ensuite être emmené à Jérusalem avec Netanyahou, le rencontrer ainsi que certaines familles des otages qui avaient déjà été libérés lors d'accords précédents. Et ensuite, il devait s'adresser à la Knesset, mais il a atterri en retard à l'aéroport Ben Gurion. Il était en retard à tous les autres rendez-vous. Et après son discours à la Knesset, il est allé directement en Égypte pour ce sommet avec tous ses dirigeants. Donc, expliquez-moi d'abord comment vous vous êtes senti à ce moment-là. Tout d'abord, je veux dire, évidemment, vous avez raison sur la plupart de ce que vous dites, mais je pense que non, je sais que je ne suis pas d'accord avec une chose que vous avez dite. Vous avez dit que Trump avait proposé un plan et que Netanyahou l'avait accepté. Et je pense que c'est un peu plus compliqué. Et en fait, je pense que ce que vous avez dit n'est pas vrai. Il y a eu une discussion, vous vous en souvenez, il y a environ 6 semaines à la Maison-Blanche, où ils ont parlé du lendemain de Gaza, du lendemain de la guerre à Gaza, ce qui correspond à beaucoup d'éléments de ce plan. Et qui a été invité? Ron Derma d'Israël. Et je sais intuitivement que c'est un signe que ce plan n'était pas une surprise pour Israël. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas eu de discussion. Trump a affirmé que Netanyahou a résisté sur de nombreux sujets et que les négociations ont été difficiles. Mais l'idée que les Américains ont élaboré ce plan, qui a surpris Israël, que c'est sorti de nulle part, selon vos mots, qu'il a proposé le plan et que Netanyahou l'a accepté, je pense qu'il y a eu une très très bonne coordination israélo-américaine sur ce plan, qu'il a été élaboré ensemble. Cela ne veut pas dire, encore une fois, Trump a dit que Netanyahou s'est battu très durement sur différentes questions pour s'assurer que les intérêts d'Israël soient protégés, que le plan Trump couvrirait en fait les objectifs de guerre israéliens, que le Hamas doit être désarmé, que tous les otages doivent être libérés et que Gaza ne sera plus une menace militaire pour Israël. Gaza sera démilitarisé, tout cela figure dans le plan Trump et ce n'est pas un hasard.
C'est parce que je pense que les négociations entre Netanyahou et Trump, entre Ron Dermer et l'équipe de Trump, je pense que cela a été le précurseur. C'était l'élément nécessaire pour que cela fonctionne et soit aussi réussi. Je vais même plus loin. Tout le monde sait que Ron Dermer a en fait rédigé ce plan. C'est peut-être exagéré. Je ne suis pas sûre. Je veux dire, j'ai de très bonnes sources qui confirment que c'est ce qui s'est passé. Encore une fois, comme le disent tous les avocats, ce n'est pas le contenu du contrat qui importe, mais qui le signe. Donc oui, ils ont bien sûr négocié, etc., parce que la dernière partie du plan concerne la voie à long terme vers une autonomie palestinienne, quelque chose comme ça. Nous connaissons déjà tout cela. Mais qu'est-ce qui rend ce plan différent? Comme je l'ai dit, cela n'a pas d'importance, tu as raison. On l'appelle le plan de Trump. Et oui, Israël a joué un rôle déterminant dans sa rédaction. Et il en a été de même, comme l'ont reconnu Steve Witkoff, Jared Kushner et Trump lui-même. Donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Mais c'est un plan magnifique parce qu'il met la responsabilité sur le Hamas. Et la toute première étape, c'est d'abord de libérer les otages. Ensuite, nous libérons des terroristes des prisons. Je veux dire, c'est honteux qu'on ait dû faire ça, d'accord? Mais néanmoins, nous avons accepté cela. Ce que Donald Trump a fait et qui a été crucial dans le succès, et nous en avons parlé la semaine dernière, c'est que Donald Trump a amené les alliés et amis du Hamas dans le monde arabe et musulman à approuver le plan pour leurs propres raisons. Pas parce qu'ils aiment Israël, mais pour leurs raisons. Et je pense que cela a amené, avec la pression militaire israélienne, cette pression diplomatique des alliés du Hamas sur le Hamas, des Turcs, des Qataris et ainsi de suite. Je pense que seul Trump pouvait faire la différence car il avait l'influence sur les Qataris et les Turcs pour qu'ils pressent le Hamas d'accepter l'accord. Absolument, il n'y a aucun doute là-dessus. D'accord, donc ce que nous voyons ici, c'est une incroyable danse entre la Maison-Blanche et Jérusalem. Nous l'avons vu depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche durant cette guerre. Et vous savez, ça a été, je dirais, comme vous le soulignez, la combinaison de la pression militaire et de ce que vous appelez la pression diplomatique de tous ces pays soutenant le Hamas sur le Hamas. Mais j'ajouterais qu'il est important de souligner que, selon moi, la pression qui n'a pas été utile, ce sont les manifestations dans les rues. Ramenez-le à la maison. Et Netanyahou, si les otages sont tués, le sang sera sur tes mains. Ces manifestations n'ont pas du tout été utiles, mais je veux dire que nous devons en parler. Nous reviendrons sur la question des otages, mais parlons maintenant du discours monumental de Trump à la Knesset. Il n'y a jamais rien eu de tel. Tout d'abord, il n'était que le 4e président de l'histoire à s'adresser à la Knesset. Et c'était incroyable. Je suis d'accord, nous parlerons du discours de Trump, mais je veux d'abord évoquer qu'il a dû écouter 3 discours de dirigeants israéliens. Je suis sûr que ce n'était pas facile pour le président de devoir rester assis et attendre poliment la fin des discours. Mais le président de la Knesset, Amir Okana, a pris la parole et j'ai trouvé qu'il s'est exprimé très bien. Netanyahou a ensuite fait un très bon discours, suivi par Lepitou, chef de l'opposition, qui, selon moi, a aussi bien parlé. Passer après un excellent orateur comme Netanyahou n'est pas simple, mais lui aussi, je pense, a prononcé un discours très solide et très bon. Je veux souligner une remarque de Netanyahou qui m'a fait penser à quelque chose de nouveau. Il a dit que lorsque le 7 octobre est arrivé, le monde entier a soutenu Israël parce que cela venait juste après les terribles atrocités commises par le Hamas. Et la combinaison de ce soutien diplomatique avec la pression militaire qu'Israël exerçait a permis la première libération de prisons, ce premier groupe d'otages qui ont été relâchés. Et puis, il a dit qu'Israël a lentement perdu le soutien diplomatique du monde et qu'il n'y a pas eu de libération de prisonniers parce que toute la pression était sur Israël. Et il a dit que cela a changé en décembre 2024, lorsque Trump a été réélu. Soudainement, le Hamas a accepté une autre libération, et cette dernière libération. Et il disait en quelque sorte que l'élection de Trump avait été un moment clé dans la guerre, changeant la dynamique de manière positive pour Israël. Et je pense que je n'y avais pas réfléchi de cette façon auparavant. Mais cela m'a fait penser que oui, la victoire de Trump a été déterminante pour changer l'élan dans une direction positive. Israël pouvait exercer la pression militaire,
Mais avec Trump exerçant la pression diplomatique, c'est cela qui a tout changé. Je pense qu'il a fait des choses que Biden ne pouvait pas ou ne voulait pas faire, ne pouvait pas ou ne voulait pas. C'est à toi de décider, Ruti. Mais le rôle de Trump ici a été déterminant. J'ai même entendu, pour résumer, et je pense qu'il faut le dire, il y a cette émission sur Public Broadcasting Service où deux personnes font les actualités de la semaine sur le journal télévisé. Et David Brooks, qui est théoriquement un républicain, mais un républicain très anti-Trump, oui, Oui. il a dit, il a fait un compliment à Trump. Il ne fait jamais de compliment à Trump pour avoir obtenu cet accord. Il a affirmé que Trump a apporté plus de stabilité et de paix au Moyen-Orient qu'Obama et Biden malgré leurs plans. Et c'est 100% vrai. Et ici, nous pouvons maintenant parler de Trump. Mais il ne fait aucun doute que pour avoir obtenu ce résultat positif dans la guerre à Gaza, Trump mérite vraiment l'acclamation de tous. Et vous savez ce qui est intéressant? Partout sur la planète, la gauche déteste Trump. La gauche britannique déteste Trump. La gauche australienne déteste Trump. La gauche canadienne, la gauche américaine déteste Trump. Ou la gauche aime-t-elle Trump? Uniquement en Israël, uniquement en Israël, en Israël. Et nous l'avons vu lors de l'effondrement à la Knesset. Il y avait un consensus total. La gauche, le centre, la droite. Tout le monde aime Trump. Tout le monde sait qu'il a libéré nos otages et aidé à conclure l'accord. Oh, c'est une véritable star en Israël. Même la gauche, qui le détestait aussi autrefois en Israël, mais à cause de son implication dans la libération des otages, ils l'adoraient. Et ils allaient lui rendre visite très souvent, les familles des otages. Tout ce que tu dis est vrai, mais quand tu as mentionné Obama, Biden et tous les démocrates, leur vision de la diplomatie, c'est tout le monde, faisons la paix. Israël va vous donner du territoire et on va s'allonger et faire les morts. Et Obama a dit, je dirige depuis l'arrière et l'Amérique n'est pas meilleure qu'aucun autre pays. Trump agit davantage, affirmant que la paix vient par la force. Trump s'est joint à Israël dans l'attaque contre les installations nucléaires iraniennes. Trump a renommé le département de la défense des États-Unis en département de la guerre. Il s'appelait autrefois ainsi, puis il est devenu le département de la défense. C'est maintenant le département de la guerre. Pete Hegseth est appelé le secrétaire à la guerre, pas à la défense. Et Trump, vous savez, avec tout son langage fleuri, et quand il est allé en Arabie saoudite, il parle vraiment en termes élogieux de l'émir du Qatar et de toutes ces personnes en Turquie et de tous ces types fondamentalement islamistes qui, en particulier le Qatar et la Turquie, financent et soutiennent le Hamas. Mais voilà ce qu'il fait. Il flatte, 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 comme il l'a fait avec Poutine. Il a souvent flatté Poutine, humilié Zelensky à la Maison-Blanche. Et maintenant, la situation a changé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a dit, bah oui, Poutine est un type génial et il va faire ceci, il va instaurer la paix et tout ça. Quand Poutine n'a pas agi comme il voulait, il s'est opposé à lui et envisage de fournir des armes à Zelensky. Et c'est important parce que je pense que ce qu'on voit ici, c'est qu'il dit que c'est la carotte et le bâton. Et tous ces pays pensent qu'ils veulent la carotte et ils croient au bâton. Ces menaces sont crédibles, ce qui le distingue de tout autre démocrate. C'est pourquoi je n'aime pas le terme diplomatie. Ce n'est pas exactement de la diplomatie, c'est tout autre chose. Il a affirmé la puissance américaine à travers le monde. Dieu merci, il a ignoré l'aile de son parti qui est contre, qui est isolationniste, qui déteste Israël, etc. Et il est très révélateur que dans son discours à la Knesset, il est dit que le secrétaire d'État, Marco Rubio, est le plus grand secrétaire d'État de l'histoire. C'est ce qu'il a dit. Sais-tu pourquoi c'est crucial? Parce que J.D. Vance, son vice-président, appartient à l'aile isolationniste, contrairement à Marco Rubio. Et je pense qu'il laissait entendre que si jamais, tu sais, en fait, ne pensez pas que je suis avec vous, les isolationnistes, parce que ce n'est pas le cas. Je suis du côté de Rubio. De plus, il est, comme je l'ai dit, beaucoup de personnes que je connais à droite en Israël et à l'étranger ont dit que c'est un accord terrible parce qu'il parle d'un État palestinien. Ne t'en fais pas, ils ne veulent pas d'un État. Ils veulent juste détruire Israël et il n'y aura pas ces forces internationales. Je suis aussi contre, mais c'est un accord différent. Ça dit, si ceci n'arrive pas, alors cela n'arrivera pas non plus. Cela le distingue de toutes les autres paix ou accords auxquels Israël a participé.
Quand tu entends le mot paix, tu sais qu'un bain de sang va suivre. Tu te dis à toi-même de te baisser. Je veux dire quelque chose que Trump l'a répété ici à nouveau. Il affirme que la guerre n'aurait pas eu lieu s'il avait été président le 7 octobre 2023. Et beaucoup de gens rejettent simplement cela, peut-être à juste titre, comme de la bravade typique de Trump. Vous savez, il aime exagérer et ainsi de suite. Mais je veux souligner qu'il pourrait y avoir une part de vérité là-dedans. Et je veux expliquer pourquoi. L'ancien chef adjoint du renseignement militaire israélien, l'homme qui occupait ce poste le 7 octobre 2023 et qui a quitté ses fonctions à cause de cela, parlait des raisons du 7 octobre. Pourquoi le Hamas nous a-t-il attaqués à ce moment-là? Il a expliqué des raisons que nous comprenons tous. Nous avons déjà entendu qu'il craignait l'accord, une possible réconciliation entre Israël et l'Arabie saoudite, qu'il pensait que le pays était en train de s'effondrer. Israël est un tigre de papier. L'armée s'effondre car beaucoup refusèrent d'y servir. Il a aussi évoqué un point auquel je n'avais pas pensé. Tu te souviens de la brouille entre Biden et Netanyahou et que Biden avait été plusieurs fois interrogé publiquement? Quand invites-tu Netanyahou à la Maison-Blanche? Ou est-ce que tu l'invites? Et il a répondu non. Et ce type, qui est un analyste militaire professionnel, certes avec un passé entaché, oui, mais il a dit qu'à cause de la friction publique évidente entre Netanyahou et Biden et du fait que Biden ait dit « je ne l'invite pas à la Maison-Blanche », cela a donné à nos ennemis, le Hamas, le Hezbollah et l'Iran, le sentiment que, parce qu'ils ne comprennent pas comment fonctionne la politique dans les démocraties, ils n'y vivent pas, n'est-ce pas? Le sentiment que, Israël est seul, son plus grand allié n'est plus avec lui. Et ce n'est pas la seule raison, mais l'un des facteurs ayant contribué à l'attaque du Hamas le 7 octobre, ces mots, pas les miens. Avançons jusqu'à ce discours que nous avons vu à la Knesset cette semaine avec Trump. Quand l'Amérique soutient fermement Israël, quand les gens voient deux alliés qui célèbrent leur partenariat, qui célèbrent leur alliance, lorsque Netanyahou dit que nous n'avons pas de meilleur ami au monde que les États-Unis d'Amérique, et que Trump dit qu'Israël était notre ami et allié, et que nous resterons aux côtés d'Israël. Si vous devez finir le travail militairement, nous interviendrons. Cela agit comme force de dissuasion et de stabilité. À l'arrivée de l'administration Obama, ils ont clairement affirmé vouloir une certaine distance, estimant que cela favorisait la paix. Nous serons médiateurs impartiaux. En réalité, c'est l'inverse. Quand l'Amérique soutient fermement Israël, cela met tous ceux qui sont contre la paix et contre la stabilité et qui veulent faire de mauvaises choses comme le Hamas dans une position difficile. Cela leur donne l'impression de pouvoir sortir et faire leur sale besogne. Mais quand l'Amérique soutient fermement Israël, c'est là que vous obtenez les accords d'Abraham. C'est là que vous pouvez obtenir des progrès. C'est là que vous obtenez la stabilité. Et peut-être que si nous avions eu un discours comme celui-là de Trump un mois avant le 7 octobre ne serait pas arrivé. Eh bien, si Trump avait été à la Maison-Blanche pour un second mandat après son premier mandat, lorsqu'il a fait des choses incroyables, pas seulement les accords d'Abraham. Il a apporté tout son soutien à Israël. Il a reconnu Jérusalem comme la capitale d'Israël. Il a déplacé l'ambassade américaine à Jérusalem, reconnu la souveraineté sur le Golan et rompu l'accord avec l'Iran. Il a enchaîné les actions, l'une après l'autre. S'il était resté pour un second mandat, les choses auraient été différentes. Et d'ailleurs, maintenant, on voit tous ces dirigeants mondiaux s'agiter. Lui, vous savez, il ne les supporte pas. Vous savez, il n'aime pas les dirigeants de la France et de l'Angleterre, enfin du Royaume-Uni. Et le Canada non plus. Il s'est opposé fermement à leur reconnaissance révoltante de l'État palestinien à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies. Il l'a fait, et le fait qu'il ait prononcé ce discours à la Knesset juste avant de monter dans l'avion pour aller rencontrer tous ses dirigeants et le président turc Erdogan, l'émir du Qatar, Al-Sisi d'Égypte et tout cela. Vous savez, c'était une déclaration, c'était un message adressé au monde entier. Il n'a pas simplement dit que nous sommes alliés, il a dit « j'aime Israël ». Il a même mentionné que son gendre est juif, que sa fille s'est convertie pour l'épouser et à quel point il aime Israël. Il l'a juste répété encore et encore « je suis avec Israël ».
Prendre l'avion. L'Égypte et Israël sont si proches. Le vol a duré combien? Une demi-heure? Je ne sais même pas. 45 minutes, je l'ai déjà fait. 2 fois. 45 minutes. D'accord, c'est rien. Très bien. Et eux, c'est sûr, ils étaient tous assis dans leur salle à l'hôtel à Sharm el-Sheikh. Je suppose que c'était dans un hôtel. Je suis sûre qu'ils regardaient et écoutaient tous ce discours. C'était incroyable. Et j'aimerais juste ajouter une chose, et toi et moi, on va aussi en parler. Le mouvement de protestation israélien adorait Trump et ils adoraient Witkoff. Witkoff, je dois le dire, Trump l'a aussi mentionné dans son discours, Witkoff a l'air d'être vraiment quelqu'un de bien parce que tout le monde semble l'aimer. C'est vrai, nous l'avons vu avec les familles des otages. Elles adorent Witkoff. Je ne l'ai jamais rencontré. Il doit être quelqu'un de bien. Mais quand il y est allé, il a prononcé un discours à la place des otages après l'annonce du retour des otages à la maison. Et la place des otages était remplie de dizaines de milliers de personnes qui acclamaient en disant « Merci Trump. Nous t'aimons. » Trump encore et encore, c'était comme de l'hystérie. Witkoff a fait un beau discours et à chaque phrase, ils acclamaient sans cesse. Et puis, il a dit « Et maintenant, j'aimerais m'adresser au Premier ministre Netanyahou. » Et la foule a hué et sifflé. Et Witkoff n'arrêtait pas de dire « D'accord, pouvez-vous me laisser, s'il vous plaît? Pouvez-vous me laisser dire ce que j'ai à dire ?» Et ce qu'il voulait dire, c'est que Netanyahou et Ron Dermer, ils ont aussi hué Ron Dermer, étaient essentiels. Ils ont un rôle clé dans la libération des otages. Helm joue aussi un rôle essentiel pour stopper la guerre. Mais non, la foule était écœurante. Et ce n'était pas toute la foule, mais c'était suffisant. Il y avait assez de huées pour qu'on les entende très clairement, parce qu'il y avait plusieurs milliers de personnes qui le huaient. Ensuite, le président Trump, encore une fois, à la Knesset, a tenu à souligner à quel point Netanyahou avait été crucial pour gagner cette guerre. Et c'est encore une autre chose. C'est une autre chose qui le distingue de ces démocrates, qu'il existe quelque chose comme la victoire, la force, pas tout ce discours. Nous sommes simplement des citoyens du monde. Non. Et heureusement pour lui, que dire? À propos des US contre Netanyahou sur la place des otages, je partage ton avis, j'ai aussi trouvé cela déplacé. Et l'homme a bien accepté un accord, non? Comme je l'ai dit avant, il a participé à la formation de l'accord pour faire sortir tous les otages, alors que tout le monde pensait que c'était impossible de les faire sortir à l'avance, oui, comme un acompte. Quand Witkoff a remercié le président turc, la foule a applaudi un homme ayant tenu des propos antisémites. Quand il remercie les Qataris, tout le monde applaudit. Quand Jared Kushner a dit « Nous sommes désolés pour tous les civils innocents tués à Gaza », ils applaudissent, mais c'est seulement pour Netanyahou qu'ils huent. Je suis d'accord avec toi, ce n'est pas toute la foule, mais une partie de la motivation est là, et on peut le dire maintenant que tous les otages, pas les familles, ont retrouvé leurs proches vivants, Dieu merci. J'espère que ceux des otages décédés rentreront bientôt chez eux. Mais il ne fait aucun doute que le mouvement des otages a été utilisé par l'opposition à Netanyahou à des fins politiques. Il n'y a aucun doute là-dessus, et cela était évident dans ces huées. C'était vraiment, imaginez, on peut avoir tous nos arguments, mais devant un dirigeant étranger qui célèbre le retour de l'otage, c'était vraiment, je pense, inutile, et cela a exposé, à mon avis, certains de ces militants pour ce qu'ils sont réellement. En avançant, il faut dire que ce que Trump a dit hier était tout aussi important que tout ce qu'il a pu dire à la Knesset, parce que, vous savez, beaucoup de choses vont maintenant en dépendre. Les otages sont sortis vivants. Espérons que les otages qui ne sont plus en vie rentreront chez eux dans les prochains jours, tous. Si le Hamas commence à jouer à des jeux pour Israël, cela constitue une rupture de l'accord et nous ne serions plus tenus de respecter nos engagements. Ils ont l'obligation de libérer tous les otages décédés et ils doivent le faire. S'ils ne le font pas, nous ne sommes pas tenus de poursuivre les engagements d'Israël dans ce processus. Une question plus large subsiste une fois ce problème résolu. Que va-t-il se passer à Gaza après tout cela? Et hier, le président a réaffirmé que le Hamas devait être désarmé. Et il a même dit qu'ils seront désarmés. Et encore une fois, comme il l'a dit lorsqu'il a parlé de l'Iran d'une manière ou d'une autre,
Il a dit, ils m'ont promis de se désarmer, ils se sont engagés. S'ils ne le font pas, cela arrivera quand même. Il expliquait qu'Israël peut agir brutalement en usant de la force, comme Netanyahou l'a aussi mentionné dans son discours. S'ils se désarment, quel est alors le plan du Hamas? Ils ne sont pas soudainement devenus des scouts, n'est-ce pas? Ils ont été militairement vaincus, mais ils veulent, vous savez, renaître de leurs cendres et se recréer, se reconstruire. Ils veulent clairement ça. Ils n'ont pas eu de révélation qui les rendrait soudainement meilleurs. Ce sont des terroristes assoiffés de sang. Et leur modèle, c'est le Hezbollah au Liban. Ils veulent être le pouvoir dans l'ombre. Ils veulent être ceux qui ont les armes. Ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Il peut y avoir une sorte de... Ils veulent diriger Gaza, rester le pouvoir de l'ombre et détenir les armes, même sous un autre gouvernement. C'est leur plan. Et que Donald Trump a été si catégorique en disant que nous rejetons cette possibilité, ça n'arrivera pas. Et d'une manière ou d'une autre, ça n'arrivera pas. Soit, comme je l'ai dit, de la manière douce ou de la manière forte. J'ai trouvé que c'était un ajout essentiel à ses propos en Israël. Oui, mais il a dit de manière plus précise, il a dit, s'ils ne se désarment pas, nous les désarmerons. Et quand on lui a demandé comment, il a répondu, je n'ai pas à en parler. Ils savent que je suis sérieuse. C'est ce qu'il a dit. Nous les désarmerons. Par nous, il entend Israël. C'est ça qui est incroyable. Il ne veut pas dire qu'il va envoyer des troupes américaines là-bas pour le faire. Mais il a utilisé le mot nous. Encore une fois, tu vois, c'est incroyable. Et Israël n'a jamais attendu de soldats américains sur le terrain. Nous n'avions pas besoin de soldats américains sur le terrain. Nous avions besoin de ce soutien, de cet appui, aussi des armes. Mais je ne parle pas des armes. Je parle du fait de tenir bon, donc Netanyahou d'ailleurs, ce n'est pas seulement que la foule n'aurait pas dû le huer parce qu'il a accepté un accord. Il travaille sans relâche depuis 2 ans à mener cette guerre. Et c'est choquant et honteux que... C'était leur réponse. Tu as raison, ils ont une chance, une élection arrive. S'ils ne veulent pas voter pour lui, qu'ils ne le fassent pas. C'était une scène épouvantable. Comme je l'ai dit, même Steve Witkoff, qui n'est pas étranger à un tel comportement ignoble. Pourquoi? Parce que Trump a aussi les gens du camp tout sauf Trump. Les personnes atteintes du syndrome de dérangement anti-Trump sont tout à fait capables de faire ça aussi. Ceux qui disaient quitter le pays si Trump était élu, tout en le traitant de fasciste et de nazi. Ce n'est pas comme si je pensais que c'est en partie pour ça que Witkoff a ri. Avec gêne quand la foule faisait ça. Il sait qui sont ces gens, et ils sont exactement comme la gauche américaine qui fait ça à Trump. Je veux parler de 2 sujets secondaires peut-être liés à la visite de Trump en Israël. L'une était une image visuelle peu mentionnée par les médias israéliens, car cela leur semble normal. Pourtant, je trouvais la photo intéressante et je doute que tous ceux qui ont vu les images de la visite de Trump l'aient remarqué. Il y a une magnifique photo de Trump au centre et à sa droite, Benjamin Netanyahou et Sarah Netanyahou, et à sa gauche, le président de la Knesset et son mari. J'ai pensé que cette photo en disait bien plus sur l'Israël moderne que beaucoup d'autres images, parce que nous sommes 2 démocraties. Mais rappelons-nous ceci à propos d'Israël. Israël, contrairement à nos voisins et contrairement à tout ce que représentent le Hamas et le Hezbollah, est un pays libéral avec un petit L, oui, au vrai sens du terme. Nous sommes un pays pluraliste. Nous sommes un pays d'égalité devant la loi. Nous sommes un pays qui accorde des droits aux personnes, quelle que soit leur orientation sexuelle. Et même des personnes comme cela peuvent atteindre les plus hautes fonctions du gouvernement, dans ce cas le président de la Knesset. Et c'est quelque chose dont on ne parle pas en Israël parce que c'est naturel. Mais je me souviens de cette photo des 5 qui m'a fait sourire. Vous savez, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est tellement naturel que je ne l'avais même pas remarqué. Je veux dire, ce n'est pas que je n'ai pas vu la photo, c'est que je n'ai même pas pensé qu'il y avait quelque chose à remarquer à ce sujet. Et ce que vous dites est très important. C'est tellement en nous que je ne l'ai pas remarqué. En parlant d'Amir Ohana, président de la Knesset, il est ouvertement gay et a 2 enfants avec son mari. La raison pour laquelle j'aimerais parler de lui un instant, c'est qu'il a dit, il y a des années, je l'ai interviewé, j'ai écrit sur lui, c'est quelqu'un de formidable.
Mais l'une des choses qu'il a dites, c'est qu'en grandissant là où il a grandi, dans une ville de développement et tout ça, et il vient d'un milieu nord-africain, je veux dire, ses parents sont marocains, et ils ont tendance à ne pas être très ouverts d'esprit ni modernes. Et il a dit, non, non, le fait que je fasse mon coming out en tant qu'homosexuel, ça n'a pas posé de problème là-bas. C'est le fait d'assumer que j'étais de droite, membre du parti Likoud parmi les gays, qui a posé problème. Ça, c'est inacceptable. Et la communauté gay le déteste. Il manifeste contre lui. Il le considère comme quelqu'un qui les trahit. Il faut préciser qu'on parle de la direction de la communauté gay. Communauté. D'accord? Mais ils sont surtout. Donc il a dit, qu'est-ce que mon. Il ne va pas aux marches des fiertés et tout ça. Il a dit. Quel rapport entre mon orientation sexuelle et mon opposition à un État palestinien? C'était dit de façon tellement parfaite. Et pourquoi est-ce que c'est pertinent en ce moment par rapport à tout ça? Parce que Trump se bat très sérieusement, il affronte tout le mouvement woke. Et les trans, tu sais, il y avait une telle hystérie autour des personnes transgenres en Amérique, des jeunes, des enfants qui font leur transition et des hommes qui deviennent des femmes dans le sport et tout ça. Et pourquoi est-ce important que je le mentionne? Parce qu'Amir Okana est aussi contre le wokisme. Être gay en Israël, être qui tu es, personne ne le nie. Et c'est pareil en Amérique. Quand tu en fais un mouvement actif et politique, c'est différent. Et le transgenrisme est un tout autre sujet que l'homosexualité. Et ça, c'est une discussion différente pour nous. Mais il est important de noter que ce n'est pas seulement Amir Okana et son mari qui se tiennent à côté du Premier ministre Netanyahou et de sa femme. Mais Trump, encore une fois, est contre le wokisme, mais il n'aurait aucun problème à avoir quelqu'un de gay. La question est de savoir de quel côté de la fracture politique, spirituelle et culturelle vous vous situez. Et religieuse d'ailleurs, de quel côté êtes-vous? Et c'est pourquoi je pense que c'est bien que tu aies souligné cette photo. Je voulais aussi mentionner ce qui nous a fait sourire tous les deux. Quand Trump a suggéré de se tourner vers le président d'Israël, qui a le pouvoir. Nous avons un président cérémonial. Oui, le président israélien, tu sais, est une figure cérémoniale. Tu sais, il est comme le roi d'Angleterre. Il n'a pas de pouvoir politique, mais peut accorder la grâce. Et d'habitude, il accorde la grâce après que le gouvernement lui a officiellement demandé de le faire. Le président, ici, n'était qu'une figure cérémonielle, contrairement au président américain ou français. Mais Trump se tourne vers lui pendant le débat à la Knesset, hors script et sans prompteur. Il suggère de trouver un partenaire pour Netanyahou. Il dit grâce, pardon, désolé. Donner une grâce à Netanyahou. Et c'est parce qu'il dit, regardez, c'est un grand leader en temps de guerre. Et ce dont il est accusé, c'est de l'abruti. Et pourquoi cela continue-t-il? C'est tout simplement injuste. Et je me suis dit, si vous savez, on parle de tout ce que Netanyahou et Trump ont en commun. Ils ressentent tous les deux sincèrement, oui, que le système judiciaire a été politisé contre eux. La question n'est pas de savoir si c'est vrai. L'essentiel, c'est qu'ils ont tous les deux ce point commun. Leurs adversaires politiques ont utilisé le système judiciaire de manière injuste contre eux. Je suis sûr que cela les rapproche aussi. Oh, c'est certain. Je pense juste que tu n'as pas besoin d'hésiter. Tu me connais. Non, ils sont absolus. Le système judiciaire s'est retourné contre eux. C'était une affaire juridique contre eux. Il y a de fausses accusations pour tous les deux. Ils ne faisaient pas que le ressentir, c'était vraiment le cas. Ce qui est drôle, c'est qu'il est dit à Herzog de lui accorder une grâce, alors qu'en fait, Netanyahou ne veut pas de grâce, car cela implique d'être reconnu coupable d'un crime. Et il se bat pour dire non, non, je ne suis pas coupable de ça. Mais ce qui était encore plus drôle, c'est la façon dont il a dit, la façon dont Trump a dit, allez, des cigares et du champagne. Qui s'en soucie? C'est ce qu'il a dit. Qui s'en soucie? Et tout le monde a ri à la Knesset. Même ceux qui veulent la peau de Netanyahou, ils ont ri parce que c'était drôle, parce qu'il est drôle. Et c'est peut-être vrai, peut-être vrai. Tout d'abord, c'est vrai. Et il a dit qu'il est le plus grand chef de guerre. Oh, il a dit, président, même si Bibi est un premier ministre, le plus grand chef de guerre de l'histoire, quelque chose comme ça. Et tu sais, je pense qu'à part le fait que tous ces pays arabes et toute l'Europe, qu'ils l'entendent tous, d'accord?
Parce qu'ils essaient tous de lécher les bottes de Trump maintenant. Et pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont quelque chose à y gagner. Et à juste titre. Donc je n'ai aucun problème avec le fait que l'intérêt personnel soit la raison pour laquelle les gens font ce qu'il faut, d'accord? Et ça me va très bien si Trump accorde à ces pays différentes choses, de l'aide ou autre, si cela sert réellement l'objectif. Mais ne vous y trompez pas. Une autre chose est de ne pas se tromper sur le fait que ce que nous voulons, c'est que nous espérons que Trump sait réellement que le Moyen-Orient, que c'est un djihad mondial. Je veux dire, il combat certainement le djihad mondial dans son propre pays. Il le dit clairement avec l'immigration illégale. Nous voyons que Mamdani est sur le point de devenir le maire de New York. C'est un communiste. C'est un socialiste, pardon. Et il est aussi très... Sa femme a célébré le 7 octobre. Vous savez, on parle ici de mauvaises personnes qui sont un mélange d'islamistes et de communistes. Donald Trump le sait bien. Il faut donc espérer que sa méthode de la carotte et du bâton fonctionne. Et quand je dis fonctionne, je veux dire, n'ayez pas cette illusion que la paix va soudainement éclater partout. Les intérêts, c'est très bien, tant que l'intérêt d'Israël est préservé. Ça a toujours été mon problème avec toi, quand tu dis, eh bien, tu sais, nous avons un intérêt à avoir de bonnes relations avec ce pays, cet autre pays et encore un autre. Oui, mais ils ont tout autant d'intérêt à avoir des relations avec nous. Et nous voulons nous assurer que Trump surveille cela. Je pense que la victoire d'Israël dans cette guerre, cette victoire écrasante au Liban contre l'Iran et maintenant aussi à Gaza, et bien sûr les changements en Syrie, cela a rendu la normalisation pacifique des relations avec nos pays plus probable parce que les gens ne font pas la paix avec un pays faible, on ne fait pas la paix avec un pays vaincu. Les gens gravitent autour des puissants. Et la force d'Israël est la condition préalable, l'élément nécessaire à la normalisation et à la paix. La puissance d'Israël a été prouvée sur le champ de bataille et en diplomatie lors de la visite de Trump. Un dernier point. Et sur ce, nous devons conclure car nous manquons de temps. Vous avez dit que Netanyahou ne veut pas de grâce parce qu'il ne veut pas admettre sa culpabilité. Je rappelle que le président Ford a gracié le président Nixon, qui n'a jamais reconnu sa culpabilité à ma connaissance. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Nous poursuivrons cette discussion la semaine prochaine. J'ai hâte d'y être.